Israël. L'explosion de Toulon la nuit dernière dans un quartier maghrébin, un mort, 17 blessés, ce ne serait pas un attentat, mais plutôt le gaz. Le retour de la navette spatiale américaine, sans problème pour Columbia il y a 2 heures. Et puis bien sûr le triomphe des Français en Espagne, 4-1 contre les Irlandais du Nord. Ils sont qualifiés pour les demi-finales du Mondial jeudi soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Difficile de ne pas ouvrir ce journal par cette superbe victoire des Français il y a 1 heure à Madrid, une victoire qui leur ouvre les portes des demi-finales de la Coupe du Monde de football. Et même ceux d'entre vous qui ne sont pas fanatiques de ballon rond ou qui en sont un peu saturés en ce moment seront obligés d'en convenir. La performance est historique puisque les Français n'avaient pas été à pareille fête depuis un quart de siècle et les 4 buts que vous allez revoir une fois encore de Giresse et de Rocheteau étaient bien beaux. Allez-y, on vous écoute. Superbe action d'entrée de jeu, les Français dominent, une superbe action entre Gengini et Platini, mais Jennings est là pour capter le tir du capitaine français. Les Français continuent d'attaquer et à la 24e minute, ils vont obtenir un coup franc pour une... Et là, c'est Rocheteau qui se montre encore dangereux devant Jennings. 24e minute de jeu, le voici ce coup franc avec encore Rocheteau. La défense irlandaise est en difficulté. Bossis pour Giresse qui tente sa chance et c'est Platini qui inquiète une nouvelle fois Pat Jennings. Les Français ont pris véritablement la direction du jeu et ils vont être récompensés de leurs efforts à la 34e minute sur cette action de Michel Platini qui déborde, centre, en retrait pour Alain Giresse qui trompe Jennings. 1-0, ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, après seulement 1 minute 40 secondes de jeu, Dominique Rocheteau file au but, résiste à la charge de 2 défenseurs irlandais et inscrit le 2e but de l'équipe de France. Ce n'est pas fini puisque sur ce coup franc, les Français vont obtenir un 3e but avec, encore une fois, Dominique Rocheteau qui transperce la défense irlandaise. C'est le 2e but de l'attaquant parisien qui a réussi cet après-midi un superbe match. Les Irlandais vont tout de même réussir à sauver l'honneur grâce à Jean-Luc Ettori qui relâche ce ballon. Armstrong est à la réception. 3-1 pour l'équipe de France. Mais en fin de match, l'équipe de France va ajouter un 4e but, un superbe but. Tigana, un centre tendu pour la tête du petit Alain Giresse, 1m63. Il signe son 2e but et le 4e pour l'équipe de France. Donc, jeudi des Français, l'Allemagne ou l'Angleterre, on ne sait pas encore, on ne saura qu'à 23h ce soir. Oui, on le saura plutôt demain soir, puisque le match qui oppose l'Angleterre à l'Espagne a lieu demain soir à 21h au stade Santiago Bernabéu. Et donc l'équipe de France rencontrera à Séville jeudi prochain à 21h, soit l'Allemagne de l'Ouest, soit l'Angleterre. Mais disons qu'il y a une quinzaine de jours, lorsque l'équipe de France avait été battue tristement par l'Angleterre 3-1, on ne s'attendait vraiment pas à la retrouver ce soir, qualifiée pour les demi-finales de cette Coupe du Monde, 24 ans après. Merci Olivier. Prochain rendez-vous avec les Français donc sur antenne de jeudi 21h à Séville. Et à la fin de ce journal, le rappel des autres événements sportifs de ce dimanche, notamment la victoire de Connors à Wimbledon et le maillot jaune d'Anderson dans le Tour de France. Mais auparavant, bien sûr, le Liban. Car ce matin en Israël, comme tous les dimanches, conseil de cabinet autour de Menachem Begin, mais en présence cette fois de l'opposition travailliste de Shimon Peres. C'est dire si les décisions à prendre étaient importantes. Et bien voilà, le choix a été fait. En quelques petits mots très durs, nous exigeons que tous les terroristes palestiniens quittent le Liban. Donc une manière de nouveau délai, mais pas de concession à envisager pour Yasser Arafat, qui devra se plier aux exigences israéliennes s'il n'entend pas combattre. Et à cet égard, l'un de ses adjoints, Farouk Kadoumi, a fait savoir que la résistance palestinienne ne remettrait pas ses armes. Un problème quand même, et de taille pour le gouvernement Begin, la montée d'une vague de pacifisme en Israël, symbolisée par cette manifestation, hier soir à Tel Aviv, une manifestation très impressionnante, entre 60 et 80 000 personnes, ce qui n'était jamais arrivé en Israël en période de guerre. Gérard Sebag. La pression de la rue sur le gouvernement de M. Begin est de plus en plus vive,
pour qu'une solution politique soit trouvée à la guerre du Liban et pour que l'assaut ne soit pas donné à Beyrouth. Cette manifestation du mouvement La Paix Maintenant a rassemblé hier soir sur la place de la mairie de Tel Aviv près de 80 000 personnes, ce qui est considérable alors que l'armée israélienne est toujours mobilisée sur le front. Ce mouvement, tout en ne se voulant pas politique, exprime le désaveu de l'action gouvernementale actuelle et le désir de parler avec les Palestiniens. Parallèlement à cette manifestation, une autre affaire fait la une à Tel Aviv, c'est la rencontre à Beyrouth-Ouest entre Yasser Arafat et Uri Avnery. Homme de gauche qui tente depuis de nombreuses années d'ouvrir le dialogue entre Palestiniens et Israéliens, cette rencontre avec Uri Avnery est la première qui a accepté d'accorder Yasser Arafat à un Israélien. L'OLP maintenant veut une solution politique de notre conflit. Il a dit que l'OLP, clairement, qu'il y a déjà une reconnaissance claire de l'État d'Israël au part de l'OLP et que les choses qui manquent, c'est la reconnaissance du peuple palestinien et ce droit d'autodétermination de part d'Israël. Et le message était pour les forces de paix, ou comme il dit, les forces progressistes en Israël, de changer la politique du gouvernement israélien. Quant à M. Begin, toujours aussi énigmatique, il a tenu ce matin un conseil des ministres extraordinaire où ont été étudiées les dernières propositions de l'OLP. Et à sa sortie, alors qu'un journaliste lui a demandé « Alors quoi de neuf, monsieur le Premier ministre ?», il a répondu « Eh bien, vous voyez, maintenant, je peux marcher sans canne ». Mais le leader de l'opposition, M. Shimon Peres, convoqué à ce Conseil des ministres, a laissé entendre que pour l'instant, le chemin de la négociation prenait le pas sur la solution militaire. Je pense que le gouvernement cherchait une solution politique. Pour le moment, sûrement. Et que pensez-vous alors de la position de la France, qui est apparemment très engagée à côté de l'OLP? Je pense que pour le moment, il y a un contact direct entre le gouvernement américain et le gouvernement français. Je pense qu'il y a une bonne chance que les deux gouvernements vont arriver vers une solution agréable entre les deux. Quant au ministre de la Défense, le général Sharon, s'il laisse une chance à la diplomatie, il continue à mettre en place autour de Beyrouth des forces importantes et à resserrer l'étau. Son sentiment personnel est que seule une solution militaire peut régler le problème du Liban. Mais pour l'heure, la diplomatie l'emporte. Paul, on a envie de savoir si M. Begin va finalement tenir compte de ce mouvement de protestation que l'on a vu sur ces images. Oui, hier soir à Tel Aviv, alors que M. Begin en tienne compte ou non, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'un mouvement pacifiste israélien réussisse en pleine guerre, il faut le souligner, à réunir, à mobiliser 80 000 personnes, un chiffre considérable quand on sait que l'État d'Israël est peuplé de 3 millions d'habitants, quand on sait aussi les énormes pressions qu'ont eu à subir les leaders de ce mouvement pour arrêter, pour stopper leur mouvement en pleine guerre du Liban. Alors il faut rappeler quand s'est formé ce mouvement Peace Now et quels sont ses objectifs. Oui, ce mouvement Peace Now, c'est-à-dire la paix maintenant, a été formé, fondé il y a à peu près 3 ou 4 ans, 3 ans et demi exactement, par des anciens officiers de réserve, par des officiers militaires qui ont combattu sur tous les fronts, sur les guerres de 67 et la guerre de 73. Et ce n'est pas un mouvement politique, mais il a réussi à regrouper depuis 4 ans maintenant tous les libéraux et une partie de la gauche israélienne. Les objectifs sont clairs, à savoir il faut négocier avec les Palestiniens, et certains même dans la manifestation de Tel Aviv hier ont dit il faut négocier avec l'OLP, l'organisation de Yasser Arafat. Cependant, depuis sa création, la seule déception de ces organisateurs, c'est que de tels mouvements ne se soient pas fait jour, soient pas fait l'écho dans d'autres pays arabes. Alors à lire et à relire le communiqué israélien après la réunion de cabinet ce matin, est-ce qu'on peut exclure une intervention israélienne sur Beyrouth? Je ne sais pas, c'est très difficile de répondre à cette question, mais je crois qu'encore une fois, tout dépendra maintenant si M. Begin estime devoir répondre à ces manifestations pacifistes, encore une fois sans précédent en Israël, puisqu'après le Conseil des ministres, M. Begin, et vous l'avez dit, est sorti très dur en disant qu'il faut chasser tous les terroristes du Liban, de l'État libanais et de Beyrouth-Ouest. Cependant, certains Israéliens n'excluent pas désormais ce soir une initiative militaire sur Beyrouth-Ouest, et on verra dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent peut-être, si Beyrouth-Ouest sera le siège d'une nouvelle bataille. Oui, j'ajoute que la justice israélienne envisage de poursuivre le journaliste et ex-député que vous avez vu, Uri Avnery, qui avait hier donc rencontré Yasser Arafat à Beyrouth, que les émissaires du gouvernement français sont arrivés tout à l'heure à Damas. Hier, Francis Gutmann avait écarté la possibilité d'une reconnaissance de l'OLP par la France.
Et puis que le colonel Kadhafi, toujours bon prince, a tout simplement conseillé aux Palestiniens de se suicider plutôt que d'accepter une issue honteuse. C'est évidemment une solution pour régler le problème. Pologne, un exil peu ordinaire pour une famille qui a voulu fuir son pays. Un couple et son enfant ont emprunté un hélicoptère agricole, vous le voyez, et après avoir parcouru près de 250 km au-dessus de la Pologne et de la Tchécoslovaquie, a atterri tout près de Vienne. Pour tous les Polonais aujourd'hui, c'était le 6e centenaire de l'arrivée de la Vierge Noire de Częstochowa, un anniversaire célébré par tous les Polonais de France à quelques kilomètres de Pontoise. Jean Fredo a suivi la journée polonaise. Ils étaient des milliers de Polonais à Osny, près de Paris, aujourd'hui, pour célébrer la Vierge Noire, leur sainte patronne, mais aussi pour penser à Solidarité, devenue le symbole de la liberté à recouvrer de tout un peuple. Badge Solidarność et Vierge Noire à la boutonnière, ces Polonais de France ont prié, ont chanté au rythme de la terre natale et de leurs compatriotes en proie à l'état de guerre. Un homme était bien sûr à l'esprit de tous, Lech Walesa, le leader de Solidarité toujours interné. En particulier à celui de l'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, venu témoigner de son soutien. J'ai tout le temps pensé à lui. J'ai même parlé de lui sans nommer son nom. J'ai fait allusion à ceux qui portaient comme un signe sur leur poitrine une image sainte. J'ai essayé d'expliquer aux jeunes de ce pays, comme aux jeunes de là-bas, si jamais ils peuvent m'entendre, que de porter une telle image, ça oblige à renoncer à la violence, de se battre pour la justice, mais pas au prix de la violence. Cette fête était placée aussi sous le signe du 6e centenaire de la Vierge Noire de Częstochowa, chère au cœur des Polonais. Et à cette occasion, on parle beaucoup du voyage de Jean-Paul II. Ira-t-il pas? Comment vous réagissez? Ce serait un bien pour la Pologne? Je suis pas assez au fait de la situation là-bas pour avoir un avis averti. Mais je suis sûr que le pape a envie d'y aller. Comme il est têtu, comme s'il a envie de faire quelque chose, il y a de fortes chances qu'il le fasse s'il le pense possible. Je crois que toute manifestation de liberté sert la liberté. Le recueillement n'exclut pas la fête. Et les Polonais, comme d'habitude, ont tenu aujourd'hui à montrer que le folklore est une autre façon de dire non à l'oppression. Dans quelques minutes, la famille Korchnoi va se retrouver à Zurich. Viktor Korchnoi, vice-champion du monde d'échecs, a lutté pendant 5 ans pour retrouver sa femme, son fils et sa grand-mère. Les autorités soviétiques ont fini par accepter leur départ. Ils sont arrivés tout à l'heure à Vienne et ont presque aussitôt pris un avion pour Zurich. Le grand maître, qui a 51 ans, va donc maintenant les rejoindre. Il était retenu à Colmar par un contrat signé depuis longtemps et j'imagine qu'en jouant aux échecs cet après-midi en France, il devait avoir la tête ailleurs. La mort du président de la République dominicaine, Antonio Guzman, 71 ans, il devait être remplacé dans quelques jours à la tête de l'État. Son successeur venait juste d'être élu et on pense qu'Antonio Guzman s'est suicidé d'une balle dans la tête. Et puis, demain, l'arrivée en France du président Pertini, le chef de l'État italien, un homme très populaire chez nos voisins et qui a beaucoup contribué à réconcilier les Italiens avec leurs politiciens. Victor Vraiment. Comment ne pas éprouver de l'admiration pour cet homme de 85 ans qui passe en revue les forces de police sous un soleil implacable? Il fait si chaud qu'un policier est même tombé évanoui. La première chose qui frappe chez le président Sandro Pertini, c'est son caractère. Il suffit de le voir marcher à 85 ans. Il semble toujours pressé. En fait, étant donné que la Constitution ne donne pratiquement aucun pouvoir au chef de l'État, on s'étonne que Sandro Pertini ait réussi à devenir l'homme politique le plus important d'Italie. C'est une question de caractère. La Constitution me donne le droit de choisir le chef du gouvernement. Eh bien, j'appelle Spadolini, le premier président du Conseil qui ne soit pas démocrate chrétien. Voilà Sandro Pertini. Peu de pouvoir, mais ceux qu'il a sont utilisés à fond. Le fait d'avoir du caractère
ne suffirait pas à expliquer l'extrême popularité du président Sandro Pertini, même si les Italiens ont pour la première fois cette impression réconfortante d'avoir enfin un président qui préside. Tout d'abord, le président Pertini dit tout haut, parfois à la télévision, ce que tout le monde pense. Oui, il y a eu un scandale après le tremblement de terre de Naples il y a 1 an et demi. On a spéculé sur le malheur des gens. Oui, le terrorisme italien est manipulé par les services secrets soviétiques. Le problème n'est pas de savoir si c'est vrai. Tout simplement, et avant Sandro Pertini, aucun président italien n'a osé dire ce qu'il pensait. Et lorsque Sandro Pertini remet des décorations aux policiers qui se sont distingués dans la lutte contre le terrorisme, la cérémonie n'a rien de formel. Le président embrasse de tout cœur le policier courageux. Il y a aussi le courage et l'humanité de Sandro Pertini. Cela se passait il y a tout juste 1 an. Un petit garçon de 7 ans tombé dans un puits, et fort désespéré des sauveteurs. Sandro Pertini se rend sur les lieux sans prévenir. Il arrive à 4 heures de l'après-midi, et il restera debout, sur place, à suivre les efforts des sauveteurs jusqu'à 6 heures du matin, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire pour sauver Alfredo. Il y a le passé de résistant de Sandro Pertini, il y a son exil en France pendant le fascisme, où il a travaillé comme peintre en bâtiment. Ce passé suffirait amplement à assurer la gloire de Sandro Pertini. Il se trouve qu'à 85 ans, il est le président de la République le plus remarquable et le plus populaire qu'on ait jamais vu en Italie. En France, toujours les suites de la bataille de Paris, le RPR a fait savoir qu'il pourrait appeler à une manifestation nationale à Paris si le gouvernement refuse la consultation populaire, a dit Bernard Pons. Lionel Jospin, lui, a dit que la majorité voulait rendre Paris aux Parisiens et qu'elle ne voulait pas briser Paris, bien au contraire. Paul Quilès, enfin, Paul Quilès le socialiste, ne croit pas beaucoup en la validité des sondages publiés sur cette affaire. Deuxième affaire qui divise beaucoup également les milieux politiques, l'affaire des fausses factures à Marseille, puisque Bernard Pons, encore lui, a fait savoir qu'à partir du moment où l'on laissait se développer dans sa ville des pratiques électorales contestées, eh bien il fallait s'attendre à d'autres débordements dans d'autres domaines. Une pierre, bien entendu, dans le jardin de l'hôtel de ville de Gaston Defferre. Alors, Paul Lefebvre, vous revenez à l'instant de Marseille. Où en est-on de l'affaire? Et Patrick, je dirais que pour l'instant, le juge d'instruction fait le tri et M. Defferre fait le ménage. Le juge Chantal Coux va passer maintenant au crible tous les éléments que la brigade financière a rassemblés pour elle et interroger surtout sur le fond les 18 inculpés. Alors M. Defferre, lui, de l'aveu même du parquet, a fait ouvrir tous les dossiers de la mairie. Visiblement, il veut crever l'abcès. Il est, je crois, terriblement touché par cette trahison de certains de ses collaborateurs. Hier, au cours de la réunion du conseil municipal, il a dit il ne s'agit pas de savoir si cette affaire est utile ou nuisible politiquement pour certains ou à d'autres. C'est une question de morale. J'irai jusqu'au bout. Oui, une affaire qui l'embarrasse donc et qui risque de le gêner considérablement. Mais sur 2 plans. D'abord, sur le plan national, le ministre de l'Intérieur est encore, malgré la loi de décentralisation, l'homme tutelle de tous les maires de France. Il doit en quelque sorte donner l'exemple. Et cette affaire de corruption dans sa propre mairie n'a pas fini de lui être glissée dans la conversation. Vous savez comment sont les hommes politiques. Et puis alors, au plan local, c'est pire, car M. Defferre sait que les municipales de 83 ne vont pas être à Marseille une partie de plaisir pour lui. Et ce scandale, évidemment, n'arrange pas les choses. D'autant que cette enquête est loin d'être terminée, que tous les dossiers ne sont pas examinés, et que ensuite le juge d'instruction va s'occuper des marchés passés avec la caisse de sécurité sociale. Ça n'intéresse pas directement M. Defferre, mais vous savez que tout ce qui se passe à Marseille, finalement, lui retombe sur les épaules. De plus, il y a les menaces de M. Venturi. Oui. Vous nous rappeliez qui est M. Venturi. Oui, alors M. Venturi ne menace pas, il prévient. C'est la formule qui se dit également à Marseille actuellement. Alors M. Dominique Venturi, dont le fils Jacques est inculpé, qui était un administrateur de la société qui est le pivot de l'affaire, M. Venturi est personne très connue, très contestée, sur laquelle on raconte beaucoup de choses, sur lesquelles beaucoup de secrets se dévoilent, paraît-il, enfin dans les bistrots. C'est le fondateur de cette entreprise qui est en somme le pivot de l'affaire. Alors, il dit qu'il sait beaucoup de choses, il dit qu'il va les dire, mais il n'est pas sûr qu'en y réfléchissant, il ait intérêt à trop menacer et trop accuser. De toute façon, on jugera sur pièce. Voilà, Paul Lefebvre qui, comme d'ailleurs un bon nombre de Français aujourd'hui, a dû se passer d'Air Inter aujourd'hui pour revenir de Marseille. Seuls 40% du trafic de la compagnie nationale assuré, dit la direction. Il s'agit bien sûr de la conséquence de la grève des stewards et des hôtesses dont nous parlions hier. Une grève qui ne s'achèvera que lundi soir. Air France sera à son tour touchée jeudi et vendredi prochain.
Une déclaration de Jacques Delors en Corrèze tout à l'heure. Il nous faudra 18 mois, dit le ministre de l'économie, 18 mois pour nous remettre à flot. L'explosion de Toulon la nuit dernière dans un quartier maghrébin, 1 mort et 17 blessés. Cette explosion pourrait ne pas être due à un attentat, comme on l'avait cru à un moment, mais plutôt au gaz. En tout cas, les responsabilités ne sont toutefois toujours pas tranchées. Toute la journée, François Cornet et Pascal Stelletta ont enquêté sur place. L'explosion s'est produite vers 4h15, juste après la fermeture des bars de cette rue chaude de Toulon, dans la basse ville que l'on surnomme Chicago. 3 déflagrations, l'une de forte puissance et 2 autres moins fortes, ont entièrement dévasté les 5 étages de cet immeuble, occupé en grande partie par des travailleurs maghrébins. D'après les premiers éléments de l'enquête, il ne s'agirait pas d'un attentat raciste, mais d'une explosion due au gaz. En effet, on a retrouvé dans les décombres d'une boucherie, située au rez-de-chaussée de l'immeuble, 3 bouteilles de gaz entièrement disloquées. Reste à savoir maintenant pourquoi elles ont explosé. On est descendu, puis on est parti et on a vu tous les gens tomber là. Il y avait une femme, un homme qui a sauté, puis après ils ont sorti les blessés. Et à votre avis, cette explosion est due à quoi? C'est un attentat, selon vous, une explosion due au gaz, par exemple? Règlement de compte. Sûrement un règlement de compte. L'hypothèse d'un règlement de compte n'est pas avancée par les enquêteurs. Les habitants du quartier, eux, ne s'en étonneraient pas. Que ce soit des coups de feu ou des explosions, bon, ben, c'est habituel dans tout le quartier. Hein. Dans tout ce qui se retrouve dans la basse ville. Hein. C'est habituel. Bon, ben, les bagarres, les coups de feu, les coups de couteau, plus personne n'y prête attention. Hein. Règlement de compte ou accident, seule l'analyse des débris des bouteilles de gaz permettra d'en savoir plus sur cette curieuse explosion de Toulon. Retour à Paris d'une expédition menée par Bernard Kouchner et ses médecins du monde pour essayer de sauver une fois de plus les réfugiés de la mer de Chine, car les boat people vietnamiens continuent à dériver au large du pays qu'ils fuient, et ce dans une indifférence internationale très gênante. Nous avons voulu ne pas oublier, et prochainement Bernard Benjamin et Patrice Dutertre nous proposeront le résultat de leur reportage. Mais sans plus attendre, Bernard Kouchner. L'île de Lumière, c'était il y a 2 ans. Au mois de novembre dernier, c'était la Kuna. Et aujourd'hui, à nouveau, la mer de Chine. Pourquoi? Parce que les Vietnamiens continuent de fuir. Parce que, et nous ne jugeons pas ici des raisons de leur fuite, les chiffres sont effrayants. Ils partent au rythme de 6 000 à 8 000 par mois, dont peut-être la moitié se noie, dont sans doute la majorité est attaquée 1 à 10 fois par les pirates, violés, tués, assassinés. C'est pourquoi nous avons envoyé à nouveau un bateau en mer de Chine, le Goëlo, un bateau qui vient de Paimpol, avec 13 marins bretons à bord, qui va porter la solidarité de la mer à ces gens qui ont besoin de nous. Alors je sais, il y a d'autres malheurs, il y a le Liban aujourd'hui, le Salvador, l'Afghanistan, Haïti. Et là aussi nous avons envoyé des médecins et ça coûte moins cher. Mais là il s'agit d'un bateau, d'une grosse dépense. Et en effet, le fuel a considérablement augmenté et nous avons besoin pour que ce bateau continue à fonctionner et à aider les Vietnamiens en mer de Chine, d'1 million de francs tout de suite. 1 million de francs, ça paraît beaucoup dans la France en crise, dans la France de la difficulté. Mais si on sait que ça représente pour 10 000 Français l'envoi de 100 francs à Médecins du Monde, à l'adresse qui s'inscrit ici, 17 rue du Fer à Moulins, par chèque postaux, par chèque bancaire, ou pour 20 000 Français, 50 francs, c'est peu pour les résultats que nous pourrons obtenir. Alors nous avons fait notre travail, tout le monde est volontaire à bord, et ces 13 marins bretons tendent la main à ceux qui se noient en mer. Un bateau de guerre français, le Balny, nous escorte pour quelques jours et le gouvernement aussi a fait des efforts. C'est à vous maintenant de nous aider, car tout dépend de vous, sinon le Goëlo va revenir et les Vietnamiens continueront de se noyer. N'oublions pas, parce qu'il y a d'autres malheurs, les mains des enfants vietnamiens qui se tendent vers nous en mer de Chine. Et s'il vous plaît, aidez-nous, le Goëlo continuera grâce à vous, comme l'île de Lumière a été votre bateau. Le retour de Columbia, presque banal, dirions-nous, banal parce que parfaitement réussi pour la 4e fois. Vous avez pu le constater en direct sur cette antenne à 18h10. Georges Leclerc. Derniers instants en vol, Columbia vient de passer brutalement de 27 000 km à l'heure à 350. C'est une vue étonnante. Dernière manœuvre avant le premier atterrissage sur une piste en béton. Tout va bien à bord. Un vent de travers souffle, cela aussi ça fait partie de la mission, comme si la NASA dans sa perfection planifiait aussi la météo. On touche le sol. Ken Mattingly et Henry Hartsfield sont aux commandes. Ils posent Columbia de façon impeccable. À bord, un chargement militaire, une sorte de télescope ultra secret infrarouge. Détecteur de missiles. Un spectateur attentif dans les tribunes, Ronald Reagan, président des États-Unis.
En ce jour de fête nationale américaine, il fait savoir que désormais, il faudra compter sur la présence plus permanente des États-Unis dans l'espace, et cela grâce à la navette. Columbia s'arrête sur cette piste 22 de la base californienne et l'équipage, Ken Mattingly et Henry Hartsfield, descendent l'escalier. Ça ressemble déjà tout à fait à une routine, effectivement, et un escalier à celui qui fait défaut à Air Inter en ce moment. Tous les anciens pilotes et commandants de bord sont là avec Ronald Reagan. Ils ont expliqué toutes les manœuvres, toutes les approches, toutes les décontaminations de Columbia. Le président comprend la force dont il dispose avec cet engin étonnant, la navette spatiale, dont le deuxième exemplaire Challenger est déjà ici, à Edwards, à quelques kilomètres de Columbia. Puis, il fait un discours très axé sur la défense et la sécurité de son pays. Défense spatiale, contrôle des opérations, surveillance, capacité anti-satellite, tous ces mots reviennent dans sa bouche. Le président Reagan n'a pas raté l'Independence Day aux États-Unis. Il profite du demi-million de personnes qui accueillent la navette spatiale pour affirmer l'hégémonie américaine sur l'espace au moment où les Soviétiques, eux, ont une station pratiquement permanente qui s'appelle le Salyut. Les Américains avec la navette vont essayer de s'installer eux aussi dans l'espace. Décidément un beau 4 juillet pour les Américains, jour, je le rappelle, la fête nationale, puisque c'est l'un d'entre eux qui a remporté la finale au Wimbledon il y a un peu moins d'une heure, une finale américaine de toute façon à 100%. C'est Connors qui a défait McEnroe au terme d'un match remarquable en 5-7, Vincent Gerhardt. À cet instant du match, Jimmy Connors mène 5 jeux à 4 dans le 5e set et 40-0. Il ne peut pas être plus près de la victoire. Il lui reste un point à faire après une rencontre très difficile sur le plan nerveux et très acharnée. Il a même commis une double faute, 45 donc sur son service. Cela fait 8 ans qu'il attend cette victoire. Il avait en effet gagné en 1974, mais vous allez le voir, la deuxième balle de match sera la bonne. Alors que l'on voit ici la femme de Jimmy Connors. Voilà, c'est fini. Connors effectue donc un grand retour au premier plan à 30 ans. Et pour McEnroe, il faudra absolument gagner à Flushing Meadows s'il veut rester numéro 1 mondial. Catherine Tanvier remportait pendant ce temps-là la finale de l'épreuve junior féminine. Le Tour de France maintenant avec un 3e maillot jaune en 3 jours, désormais sur les épaules de l'Australien Phil Anderson, vainqueur de l'étape Bâle-Nancy. Même scénario aujourd'hui pour Phil Anderson que pour Ludo Peters hier. L'Australien de chez Peugeot a fait la différence sur la fin de la course. Il s'est détaché quelques kilomètres avant l'arrivée pour ne plus être rejoint. Phil Anderson fait coup double, puisqu'en gagnant cette deuxième étape entre Bâle et Nancy, la plus longue du Tour avec 246 km, il endosse le maillot jaune grâce au jeu des bonifications. Le voici qui franchit la ligne. À l'arrivée, Anderson devance Luberding de 4 secondes et Bernard Vallet de 9 secondes. Le Tour de France connaît donc ce soir un 3e leader après Hinault et Peters. Bernard Hinault qui doit être satisfait de voir que le poids de la course ne repose pas sur ses épaules. Il peut donc dans sa position surveiller tranquillement les opérations. Et au classement général, Anderson compte 38 secondes d'avance sur Bernard Vallet, 3e Peters, Hinault est 7e à 58 secondes. Voilà, parlons encore de la fin du très beau jumping international de Longchamp aujourd'hui, près de Paris, et puis du tiercé. Il fallait jouer le 15, le 4 et le 6 pour remporter dans l'ordre plus de 11 000 francs, et dans un ordre différent, quelques 1600 francs. Avec Alain Gillot-Pétret, maintenant, la météo pour demain. Une bonne nouvelle pour ceux qui sont en vacances. Il va faire beau, comme vous le montrent ces diapositives, il va faire beau dans l'ensemble, ce qui ne veut pas dire qu'il fera beau partout. Et si je dis qu'il ne fera pas beau partout, c'est qu'il fera nécessairement mauvais quelque part. Alors où fera-t-il mauvais? Eh bien alors je pèse mes mots. Ça ira du nord de la Bretagne, on va le voir en gros plan, du nord de la Bretagne au Cotentin, au nord de la Seine et au nord du nord-est. Voilà, une ligne de nuages accompagnée de petites bruines, surtout côtières. Ce ne sera pas de toute façon le déluge. Partout ailleurs, ce sont des brumes le matin qui s'en iront en fin de matinée, et vous le voyez, du soleil l'après-midi. J'ajoute à cela la possibilité de quelques nuages bas sur le Languedoc-Roussillon le matin, qui pourront éventuellement dans la journée évoluer en orage. Mais enfin, ça n'est pas certain.
Mettez-vous ça quand même dans un petit coin de votre tête si vous habitez le Languedoc et le Roussillon. Les températures pour demain prévues par la météo nationale sont stationnaires par rapport à aujourd'hui, surtout au sud de la Loire où aucune ne se situera en dessous de 25 degrés, ce qui est quand même très agréable. Maximum 32 degrés à Nîmes, il faisait 33 aujourd'hui à Marseille, donc très chaud au sud de la Loire. Au nord, on est un peu en dessous des normes saisonnières, cela va de 19 degrés près des côtes de la Manche à 24 degrés à Paris. Demain, lundi 5 juillet, 1 minute de soleil en moins, levé 5h55, couché 21h54, c'est la fête de Saint-Antoine, mais ne vous précipitez pas si vous avez perdu quelque chose dans la première église avec plein de cierges à la main, ça n'est pas Saint-Antoine de Padoue, c'est Saint-Antoine-Marie. Voilà vos 3 prochains rendez-vous avec l'information 23h15 Hervé Claude, 12h45 demain Christian Marimono et 20h Christine Ockrent. Et bien entendu, nous allons nous quitter sur l'événement, sur l'image de la journée, c'est-à-dire la victoire des Français contre les Irlandais du Nord et le deuxième but de la partie, c'est-à-dire celui inscrit, vous allez le voir, par Dominique Rocheteau. C'est sur ce but magnifique que je vous quitte. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt.